Salut, salut les amis. J'espère que vous m'entendez bien. On va faire le retour son tout de suite. Alors, retour son. Hop, on va se mettre la chaîne ici. On m'entend, c'est le principal. Ok, hop, je vous mets le retour. On va tout de suite aller sur les pages. Je vous mets la petite chaîne Twitch comme. Allez, hop, hop, voilà. Jamais je vois vos commentaires. Alors, le programme du jour, on va parler de la CAN qui s'est clôturée hier soir. Sur une histoire un peu bizarre, qui va animer les prochains jours d'actualité football, je pense. On va parler aussi un peu de mercato hivernal, hein, avec le peu qu'on a à se mettre sous la dent, avec du coup deux transferts là on va parler de deux clubs en particulier, donc deux transferts. On va parler de situation de deux clubs aussi. Ensuite, on va regarder un peu les matchs de cette semaine. Je vais vous dire le programme de ce qu'on va débrief sur la chaîne YouTube. Et puis on est parti les amis. Aujourd'hui, on va passer encore une petite demi-heure, une heure ensemble pour parler de football. Et bien sûr, si vous avez l'habitude, tous les lundis, 19h, entre 19h et 20h. De temps en temps, il peut y avoir un petit peu de retard. Ça dépend les conditions, etc. Aujourd'hui, on avait quelques mises à jour, quelques petits trucs à faire. Donc, on a un petit peu de retard. Vous m'en excuserez. Mais voilà, vous avez la rediff dans le Just Chatting sur tous les podcasts sont là, du 1 jusqu'à celui-ci. Donc vous les avez tous en rediff sur la chaîne Twitch, un fort, vous voyez là à l'écran. Et vous avez aussi donc les podcasts qui sont mis en diffusion dans la soirée, voire le lendemain sur YouTube. Je vois des petits commentaires. Comment vas-tu, Astro? Ah, bientôt le retour dans les podcasts, mon ami, non? On va bientôt pouvoir reparler de football avec moi. Ah. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, mais on va parler de football. Je vois tes commentaires, ne t'inquiète pas. Alors, on va parler du coup de la CAN. Forcément, on va commencer par ce qui s'est passé. J'avais donné mes pronos dans le dernier podcast pour ceux qui ont suivi. Ça s'est déroulé sur un 50-50. Alors, je me suis trouvé pas si mauvais que ça. Euh, J'avais prévu le Sénégal en finale, face soit au Maroc, soit au Nigeria. Et tout simplement, bah, je me suis pas trompé, on a eu un Sénégal-Maroc. Un très beau Maroc-Nigeria aussi, hein, avec un Nigeria un peu décevant, mais un très beau match qui s'est terminé sur une séance de penalty avec Bono, qui a été exceptionnel, qui est un des trois Marocains à retenir sur cette compétition, avec Brahim Diaz qui a fait une très bonne compétition, Bono et El Anaoui m'a beaucoup impressionné aussi. Il y a eu des petits jeunes aussi, comme Salah Eddin qui a été très intéressant, Mazraoui qui a fait une canne aussi exceptionnelle, hein, à gauche, à droite, dans une défense à 3. Franchement, impressionnant cette équipe marocaine qui aurait pu mériter la victoire. Euh, je vois un peu de haine contre Brahim Diaz parce qu'il a loupé un peu son penalty dans le chat. Moi, je suis toujours bouche bée de ce qui s'est passé hier soir. On va y revenir de ce match, hein. Là, vous voyez un peu les résultats, hein. On a donc Sénégal, Égypte, l'Égypte qui avait éliminé la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui s'en sort sur un 0 face à l'Égypte de Mohamed Salah, qui jouera le match de la quatrième place, qui perdront au penalty face à un Nigeria. Le Nigeria, du coup, qui finit troisième de cette compétition, donc médaille de bronze, hein, c'est pas, il n'y a pas de médaille donnée, c'est juste à la troisième place. Et puis cette finale où le Maroc, chez eux, s'impose deuxième. Et du coup, le Sénégal est champion pour la deuxième fois de leur histoire après 2021, club qui n'avait jamais gagné la CAN de leur histoire jusqu'en 2021, qui, sur ces 5 dernières années, en gagne deux, tout simplement. Donc félicitations aux Lions de la Teranga, aux Sénégalais. Bravo au Maroc pour cette compétition, hein, pour les infrastructures, pour les stades, pour tout ce qu'ils ont mis en place, même si certaines sélections se sont plaints de la sécurité et de l'arbitrage lors de cette compétition. Le Maroc et la fédération de football marocaine, la FFM, ne sont pas
les seuls fautifs, hein, bien sûr, il y a tout ce qui est la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations, hein, et puis tout ce qui est aussi bah, le football en général, hein, l'UEFA, donc et la FIFA. Bref, on n'a pas vu une très belle fin, une très belle clôture à ce beau tournoi, à cette belle compétition qui devait être la vitrine du football africain, des jeunes talents africains. Et au final, la fête a été gâchée, tout simplement. J'ai fait un podcast dessus, d'ailleurs, vous avez apprécié. Vraiment, je vous remercie pour les retours. Hier, j'ai fait une vidéo surprise sur le match. Je m'y attendais pas à faire cette vidéo. Et la vidéo a été énormément vue. J'ai mis un short aussi où j'annonçais que j'allais débrief le match et où je disais que c'était un scandale ce qui était en train de se passer. Et bah, la vidéo short a buzzé, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis la vidéo débrief, vous avez regardé pas mal. Il y a des gens qui ont mis des commentaires. J'ai répondu à la plupart de vos commentaires. Je réponds à tous les commentaires, soit sur YouTube, sur Twitch ou autre. Et puis tout simplement aussi des nouveaux abonnés, donc bienvenue à tous. Et puis si n'hésitez pas à vous poser tous les lundis soirs vers 21h sur YouTube. 21h, 22h, vous avez le podcast, ou le mardi hein, dans la journée, n'hésitez pas à regarder. Et puis si vous voulez les voir en live, vous venez ici tous les lundis à 19h, un podcast. Là en ce moment je suis tout seul, mais sinon je suis avec mon ami Atro pour parler de football, et qui d'ailleurs dans les commentaires et qui, je vois, est bien énervé ce soir. Brahim, j'espère au Real, ils vont te battre. C'est méchant. C'est très méchant. Je comprends parce que t'es d'origine marocaine. Mastantuono meilleur que toi de toute façon. Alors, Mastantuono pour le moment il a rien prouvé. Pour moi, pour le moment pour moi c'est une arnaque. C'était un coup qu'il fallait pas faire. Mais on y reviendra quand on parlera du Real. Ne t'inquiète pas. Et Brahim Diaz, bah, apparemment il va avoir un bon accueil hein, vu la déclaration de Mbappé qui a dit que il avait déjà vécu ce genre de moment et Mbappé qui a été le consoleur de la CAN hein, du côté marocain. Il a dit qu'il allait s'occuper de faire digérer tout ça à Brahim, qu'il allait être là, un soutien pour Brahim parce qu'il connaît ça, il connaît les défaites en finale. Hein, lui qui a perdu cette dernière Coupe du Monde face à l'Argentine, malgré un très bon match. Et apparemment, il aurait eu aussi Achraf Hakimi au téléphone. Ils se sont appelés pendant 3 heures cette nuit, franchement. Je vois, il a appelé son gars pendant 3 heures cette nuit. Ils n'ont pas parlé que de foot. C'est fort possible. Non, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Mais bon, parlons football, ce qui nous intéresse. Et puis, donc, on a vu cette finale, hein, Sénégal-Maroc 1-0. Mais moi, j'ai assisté à un très bon match. C'était le plus beau match de cette CAN avec Nigeria-Maroc. C'était vraiment. Les demi-finales ont été la partie la plus intéressante de cette compétition. Et on voit qu'une possession à peu près équilibrée. On voit beaucoup plus de tirs côté marocain. Le Maroc qui a eu beaucoup de mal à trouver le cadre. Et c'est dommage. Ils ont vraiment un meilleur sens de finition et de meilleurs buts, tout simplement, et de meilleurs attaquants. Ça pourrait être une des plus grandes équipes à l'heure actuelle. Hein. En attaque, c'est encore un petit peu mitigé. Et je vais vous donner mon avis hein, sur les joueurs et sur le match. Beaucoup de fautes. On voit en tout dans ce match 35 fautes pour seulement 7 jeunes. Ça aurait pu virer à bien pire. Après, il y a eu beaucoup de jeunes avec ce scandale. D'ailleurs, si vous voulez parler du scandale, si vous voulez voir tout ce que j'ai dit, parce que je vais pas passer une demi-heure sur ce match-là, il y a la vidéo YouTube à aller regarder sur la chaîne Just Alex, c'est la dernière. Vous avez bien apprécié. En plus, il y a le short aussi où les gens ont pas mal apprécié. Donc, n'hésitez pas. Là, on parle juste un petit peu du match et du football. Du coup, victoire sénégalaise hein, aux prolongations, au forceps, sur un but plein de rage et un but fantastique de Pape Gueye, hein, qui a mis un très beau but en lucarne. Je vous conseille d'aller voir le but. Et malheureusement, le Maroc n'aura pas eu la force de revenir dans ces prolongations. Alors, brièvement, à part qu'on a assisté à un très beau match équilibré jusqu'à la 85e, que s'est-il vraiment passé vite fait, hein, on va en parler vite fait. Et forcément, ce but refusé pour le Sénégal, but sur une tête, où Bono avait été trompé pour la première fois de ce match, où l'arbitre vient siffler une faute sur Achraf Hakimi, heu, faute d'un joueur sénégalais qui a poussé dans le dos Hakimi. Le but est un peu, voilà, ça a été annulé, certains diront justement, d'autres diront injustement. Faudrait revoir les images. Moi honnêtement, ça une faute comme ça, un duel comme ça, j'ai trouvé ça un peu léger. Et en fait, c'est la situation qui rend les choses compliquées.
La situation parce qu'en fait, on refuse un but au Sénégal et littéralement 4 minutes après, 4-5 minutes après, un penalty est sifflé pour une situation à peu près similaire dans la surface sénégalaise. Je crois que c'est le numéro 25, Tsek, si on regarde. Ah non, c'est Diouf, le numéro 25. Je pensais que c'était Sek, mais du coup, ça serait du coup Diouf, à vérifier, hein, vérifier cette info, qui aurait poussé du coup Brahim Diaz, poussé, qui l'aurait attrapé, qui l'aurait fait tomber donc dans la surface, et on a du coup un penalty pour le Maroc, et on a 24 minutes de temps additionnel, quasiment une prolongation et la moitié d'une autre prolongation d'attente. On a 24 minutes d'attente, et on a ce qui est pour moi le plus grand drame de cette compétition, et qui vient tout gâcher en fait le bonheur de cette compétition et du football en général, et qui fait véhiculer des mauvais messages, de la violence, avec des Sénégalais qui ont arraché des sièges et qui les ont jetés sur le bord de la pelouse, un stadier marocain, un jeune stadier marocain qui a été blessé, qui s'est retrouvé à l'hôpital dans un état moyennement grave. On espère pour lui un prompt rétablissement. Et c'est pas tout. On a vu quasiment une invasion de terrain des supporters sénégalais. On a vu des signes de mort. J'en ai pas parlé lors de la dernière vidéo, mais il y a eu des signes de mort de supporters, hein, les uns envers les autres. Il y a eu du chambrage, il y a eu de la bagarre. Et je pense qu'après le match, il y a dû avoir des altercations et de la violence, hein, et malheureusement, c'est pas ça. Le football est censé être une union. Le football est censé être une, euh, une fête. Et surtout qu'on est censé être frères avec les Sénégalais. Mais effectivement, c'est dommage, c'est deux peuples qui s'entendent bien, et c'est dommage de finir comme ça. Et ça a été gâché par un arbitrage très mauvais. En plus, on a envoyé des arbitres européens former des arbitres pour améliorer la qualité de l'arbitrage à la CAN. Et la CAN, au niveau arbitrage, a été catastrophique, les amis. À partir des huitièmes de finale, ça a été monstrueux. Les arbitres ont été mais nuls, 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 nuls et nuls. Il y a eu des faits du jeu, il y a eu des accusations de pupilles, il y a eu des soupçons sur plein de matchs. Je sais pas si vous avez suivi, mais moi ça m'a écœuré. Et finir là comme ça. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, en fait, bien accepter ce penalty pour le même contact sur Brahim Diaz, un contact qui peut être à peu près léger, et qui fait un penalty à une minute avant la fin du match au Maroc, sur le terrain du Maroc, dans leur stade, dans leur compétition, dans leur CAN, tu leur donnes un penalty à la dernière minute, alors que tu viens de refuser un but au Sénégalais, bien sûr que ça allait faire débat, bien sûr que ça allait faire scandale. Si le penalty, peut-être il peut être, je ne sais pas, je suis pas arbitre. Peut-être qu'il est vrai, peut-être qu'il est faux, je ne sais pas. Peut-être qu'il est léger. En tout cas, moi je regarde beaucoup Première Ligue, aucune des deux fautes est sifflée. Euh, ou à la rigueur, on aurait pu se retrouver à 1-1, un but accepté pour le Sénégal et après un penalty, et personne n'aurait été vraiment. Voilà, ça aurait fait un peu de scandale, mais on l'aurait vite oublié. Euh, et du coup, on a cette situation qui part en cacahuète dans tous les sens. On voit du coup l'entraîneur, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, qui demande à son équipe de sortir, qui fait un scandale, plus ou moins, je peux même pas dire si c'est à juste titre, je pense pas. Ça ne méritait pas une réaction comme ça. Et du coup, toute son équipe sort. Et normalement, déjà là, le premier scandale, c'est que quand une équipe sort, l'arbitre doit siffler la fin du match. Ça doit être défaite sur tapis vert. Et on doit être sur un forfait de l'équipe sénégalaise, et on doit être sur une victoire 3-0 du Maroc. Moi, quand j'ai vu ça, je pensais que le Maroc était champion de sa CAN, 3-0 sur tapis vert. Finalement, tous les joueurs étaient rentrés dans le vestiaire. On a vu des Snapchats, on a vu des choses comme ça. On a vu un Snapchat de Ibrahim Mbaye qui disait je suis désolé, on nous a volé, etc. On a quitté le terrain, machin, les frères. Euh, et effectivement, je le vois dans le chat et j'allais y venir parce que Mané n'est pas sorti du terrain. Du coup, la règle ne compte pas. Mais déjà, ça devrait être à un pourcentage. Si tu as plus de la moitié de l'équipe qui sort, si tu n'as plus 11 joueurs capables de jouer sur le terrain, la règle devrait s'appliquer et pas juste parce qu'un seul joueur reste sur le terrain. Mais du coup, oui, effectivement, Mané est resté très intelligemment sur le terrain, à discuter avec les officiels, à discuter avec des gens plus ou moins importants pour la Coupe d'Afrique des Nations. On va y venir un petit peu après. Et c'est ce qui a permis du coup le retour de l'équipe sénégalaise grâce à Monsieur Leroy, hein, Claude Leroy, qui est connu dans le football africain, sélectionneur de plein de très grandes sélections. Il a demandé aussi à Mamadou Diong, très grande star sénégalaise qui est passée par l'Olympique de Marseille, très grand joueur. Mamadou Niang. Il a demandé
Hadji je crois, ancien international sénégalais aussi, il a demandé l'avis et tous ces anciens ou tous les gens autour ont dit bah retournez sur le terrain et là on a vu la réaction de Mané qui a été très honorable. Une belle réaction où il demande à toute son équipe de revenir, il calme son sélectionneur, il demande à tout le monde de revenir, de venir perdre comme des hommes, de jouer comme des hommes, d'être là jusqu'à la fin. Et ça aurait fait un scandale, je pense, si le Maroc aurait gagné sur ce penalty, on aurait été très déçus. Mais au final, ce penalty qui, au bout de 24 minutes, est enfin tiré. Et est-ce que Brahim Diaz l'a fait exprès ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il a dû être impacté psychologiquement parce que avoir des gens se taper dessus, avoir un stadier blessé, avoir des chaises volées, avoir des insultes, avoir ton peuple qui crie pour la victoire parce que le Maroc n'a pas gagné de CAN depuis 1971 ou 76, euh, 71 ou 76, 50 ans quoi. Euh, ça devait être très perturbant psychologiquement et on voit que le joueur est complètement démoli, hein. Et il a voulu tenter, alors je sais pas si c'est fait exprès et si c'est un arrangement. Edouard Mendy a dit que non parce que bien sûr, il pense que, bah, que le Marocain avait de toute façon, il avait la victoire, il avait la joie de son peuple, il avait la CAN, la deuxième CAN de l'histoire marocaine au bout du pied et il a voulu réaliser une panenka au lieu de jouer sécuritaire, au lieu d'envoyer une grosse frappe d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, ça aurait pu être sorti par un très bon Mendy, hein. Très bon gardien d'ailleurs. D'ailleurs, on a eu deux très grands gardiens. C'est eux qui ont fait la compétition. Edouard Mendy et Bono, franchement, vous avez mes félicitations. Deux très très bons gardiens qui ne devraient pas être en Arabie Saoudite. C'est un scandale. Bono devrait être dans un grand club européen, dans un top 5, déjà dans un des 5 grands championnats et dans une des 5 grandes équipes d'un des championnats. Et pareil pour Edouard Mendy, alors, il a déjà tenté sa chance à Chelsea, etc., avec un peu moins de réussite, mais il serait bon dans des clubs. Franchement, j'aimerais bien les revoir en Europe, ces garçons. Et Sadio Mané, du coup, très grande classe, hein, qui a fait revenir ses coéquipiers. Et finalement, il a eu raison. Le penalty a été loupé, une panenka catastrophique de Brahim Diaz qui, qui a fait hurler tout son pays. Ça s'est terminé juste après. On a eu deux prolongations et ce but rageur de Gueye, hein, qui vient offrir la victoire au Sénégal. Mais moi, ce qui m'a choqué déjà, c'est la réaction du sélectionneur marocain Walid Regragui, si je n'écorche pas son nom, qui a sorti du coup ces deux changements en début de première prolongation. Il te fait, est-ce qu'on peut le voir dans la chronologie? Je pense que oui, hein, attends. Il fait rentrer Igaman à la place de Mazraoui et il fait rentrer un jeune garçon que je ne connais pas, hein, Ilias Akomak, à la place de Brahim Diaz. Du coup, il les sort tout de suite après la fin du match, quoi. Il les fait tout de suite sortir en première prolongation. Et ces changements ont été catastrophiques. Déjà parce que Brahim Diaz était le meilleur joueur du Maroc, c'est lui qui a porté le Maroc jusqu'à la finale, et malgré ce penalty loupé, n'oubliez pas que ce garçon vous a aidé à passer les poules, ce garçon vous a emmené jusqu'en finale, ce garçon a fait une très belle canne. Et en fait c'est dommage de finir cette canne sur ça. Et du coup, je ne sais pas s'il l'a sorti par colère. Est-ce que Redragui a pensé que son joueur a fait exprès de louper? Par pression, par fair play, pour pouvoir continuer le match, pour pas avoir une sauce, pour pas avoir les gens qui parlent sur lui, je ne sais pas. Est-ce qu'il a pensé ça? Est-ce qu'il l'a sorti pour ça? Est-ce qu'il l'a sorti pour le protéger? Est-ce qu'on va revoir Brahim Diaz sous le maillot du Maroc? Ça risque de faire des histoires assez rocambolesques et c'est dommage pour le jeune joueur. Lui qui était déjà à la base un international espagnol, qui a finalement du coup n'a pas eu sa chance avec l'Espagne et qui du coup a choisi le Maroc et ça avait fait déjà des débats et beaucoup de supporters marocains ne voulaient pas de lui. Et au final, il a été accepté, il a fait une très belle canne et puis au final, ça se finit en autre boudin comme ça. C'est dommage pour ce jeune garçon. Et on lui souhaite le meilleur en tout cas, même si je pense que le meilleur ne sera pas à Madrid pour lui et ça serait mieux de le revoir dans un club un peu tiers comme Milan où il pourra exprimer son talent. Parce qu'il avait joué à l'AC Milan où il avait été phénoménal. Moi, je le verrais bien dans un AC Milan, un Inter, un Dortmund, un Newcastle, hein, un Chelsea, c'est déjà trop compliqué. United, peut-être, ou ce genre de club, en fait. Un Aston Villa avec Unai Emery, ça serait hyper intéressant. Et Luis Enrique qui a pris sa défense en conférence de presse, franchement, ça a été très classe. Est-ce qu'un Brahim Diaz au PSG, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a l'air d'apprécier le joueur, hein, c'est lui qui lui avait laissé une chance quand il était sélectionneur avant de laisser sa place à Luis de la Fuente, actuel sélectionneur espagnol. Et du coup, pour revenir à mes deux changements là,
Ils ont été catastrophiques parce que déjà tu sors Brahim Diaz qui est un vrai danger, qui était capable peut-être de mettre un beau bijou ou un beau but, ou peut-être même de venir égaliser ou de venir marquer pour le Maroc, hein, et du coup tu viens sortir le joueur et tu viens le briser psychologiquement. Et ensuite Igaman qui rentre et qui malheureusement va se blesser. Du coup, toi t'as pas de chance avec un contact contre le gardien Edouard Mendy en venant presser. Le gardien il vient se heurter au gardien cheville contre cheville. Et finalement on apprend après le match qu'il s'est fait les croisés, les ligaments croisés, que c'est peut-être une fin de saison pour le jeune Marocain, la jeune pépite marocaine. Du coup, et c'est une mauvaise nouvelle pour le LOSC, hein, club de Ligue 1, Lille. Très très mauvaise nouvelle pour le club du Nord. Et il va devoir finir sûrement la saison sans lui. Et du coup, on risque de ne pas voir ce garçon avec le Maroc à la Coupe du Monde. Et c'est bien dommage. Et du coup, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que du coup, ces deux changements ont été catastrophiques et que le Maroc a joué toute la deuxième prolongation, 15 minutes, hein, à 11 contre 10. Et ça s'est pas vraiment vu sur le terrain parce que le Maroc dominait, poussait, poussait, poussait. Et ils ont failli à de nombreuses reprises égalisé. Malheureusement, il y a eu un manque de finition, un manque de réalisme et c'est bien dommage. Et le match a fini sur ça avec du coup plein de cartons. Et c'est une histoire en eau de boudin, quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement, moi je vais terminer sur ça. C'est dommage pour le football africain. On va pas, on y reviendra peut-être lors d'un prochain podcast avec l'avis d'Astro, on en parlera vite fait. Mais sinon, bravo aux Lions de la Teranga, bravo aux amis sénégalais. Heu, bravo quand même au Maroc, pour cette belle compétition que vous avez organisée. Vous êtes vice-champion de votre compétition. C'est déjà beau. Voilà, vous avez quand même battu le favori pour moi, le Nigeria, la plus belle équipe de cette compétition qui finit troisième derrière le Sénégal et le Maroc. Voilà, donc on finit un peu sur cette CAN. On verra sur la prochaine, hein, même si je pense ne pas la regarder avec autant de hype. Parlons un petit peu de transfert avec deux transferts. Du coup, on a quand même passé un petit 20 minutes sur la CAN. On va parler du transfert de Marc Guéhi. Donc ça a été officialisé à Manchester City aujourd'hui. Du coup, Marc Guéhi qui vient renforcer, on l'avait dit un peu dans les papiers, je vous en avais parlé lors d'une dernière vidéo, débrief hein, de ce week-end lors du derby Manchester United-Manchester City, qui est soldé par une victoire des Red Devils 2-0. Je vous avais parlé qu'il y avait un gros problème défensif avec les blessures de Ruben Diaz, de Guardiola, etc. Et que du coup, on avait Kusanov qui avait fait un très bon match, mais qui est encore trop jeune. Un O'Reilly avec City qui est encore super jeune aussi, et une défense un peu fébrile devant Donnarumma qui avait fait un match phénoménal, hein, qui pouvait rien faire finalement sur ses deux buts. Et trois buts hors jeu aussi, on le rappelle, hein, pour United, ça aurait pu se solder sur un 3, 4 ou 5-0. D'ailleurs, le troisième but était pour moi valide et non pas hors jeu. Donc voilà. Donc Marc Guéhi qui vient du coup ramener sa jeunesse hein, et sa puissance, son physique au service de City, lui qui connaît bien la première ligue, un joueur de Crystal Palace, jeune pépite hein, qui a été formé à Chelsea d'ailleurs. Kipling, pour du coup la somme on l'a ici à peu près pour 20 millions, hein. Du coup voilà, avec le maillot des Citizens voilà, des Citizens. Margui qui rejoint du coup Pep Guardiola, hein. On dit qu'il est dans l'âge idéal, qu'il apportera un renfort immédiat en raison des blessures. L'international anglais hein, de 25 ans, qui reste du coup dans son championnat, qui signe un contrat de 5 ans et demi, donc à peu près jusqu'à ses 30 ans. Est-ce qu'il va rester jusque-là? Je ne sais pas. Valeur donc d'environ 300 000 livres par semaine, ce qui nous fait à peu près 1,2 million au mois. Et du coup, 12 millions plus 200 fois 12. Ça doit être un 12 millions, je crois. On est 1,2, 12, 200 000 fois 10, 2 millions, 400 000, 2 millions, 400 000. Du coup, on est à peu près à 14 millions 400 000 l'année. Sans bonus, hein, avec bien sûr les bonus de victoire, de performance, de titres, etc., qu'il pourrait éventuellement gagner. Du coup, comme dans l'article, hein, comme je viens de le dire précédemment, avec les blessures des défenseurs centraux, Ruben Diaz, Johnston, hein, le patron un peu de cette défense avec Ruben Diaz, les deux titulaires, avec Guardiola, etc., Gueye arrive à point nommé pour renforcer. Et je pense qu'avec l'arrivée de Gueye et Kusanov déjà qui est là, qui est très intéressant, ça va être mieux dans les prochaines semaines. Puis il y a du lourd qui attend City hein, que dans leur championnat avec 5 gros matchs à suivre. Et puis bientôt les retours de Ruben Diaz hein, normalement. Donc City qui devrait, c'est un bon renfort. Et d'ailleurs le joueur était pressenti par d'autres clubs, hein. Il y avait le Bayern dessus, il y avait Arsenal, il y avait Liverpool
il y avait le Real de Madrid, et moi je le voyais vraiment partir au Real de Madrid, et je militais pour Marguerite au Real de Madrid l'été prochain. Et finalement, un transfert surprise à 20 millions seulement pour un joueur aussi talentueux, aussi fort, aussi expérimenté, aussi bon en PL et international anglais, 20 millions, c'est vraiment offert, surtout sur le marché des défenseurs. Il aurait pu venir renforcer un Paris Saint-Germain, renforcer un Real de Madrid, et franchement, moi je le voyais dans les deux clubs-là, et même peut-être Liverpool. Et finalement, c'est les Citizens qui ont hérité de ce très bon joueur. Voilà. Pour parler rapidement du Paris Saint-Germain et continuer un peu sur le mercato hivernal, deuxième transfert qui devrait se faire, qui n'est pas encore lui officiel, Drew Fernandez, jeune pépite de la Masia, jeune pépite, jeune talent du Barça, euh, qui à peine âgé de 18 ans, qui vient de faire ses 18 ans, puis du coup est une jeune pépite espagno-philippine, donc un jeune espagnol philippin, qui est déjà une star en Asie, qui est déjà une star aux Philippines, qui est le petit Messi philippin, qu'on a pu voir avec le Barça, qui a pu jouer 5 matchs, qui a joué 16, puis 30, puis 40 minutes. Il avait la confiance d'Andy Flick, il aurait gagné du temps, il aurait joué des matchs tout le long de la saison avec le Barça, peut-être gagner son premier championnat avec le Barça, même si ça risque d'être compliqué. Alors, est-ce que c'est officiel? On me demande dans le chat. Ce n'est pas encore officiel. Marc Guéhi, c'est officiel, 20 millions à City. J'en ai parlé, hein, bien sûr que c'est une déception parce qu'il y avait Arsenal, Liverpool, le Bayern, le Paris Saint-Germain et le Real. Et il aurait été. Pour moi, je le voyais vraiment au Real, c'était le favori hein, pour l'accueillir. Et finalement, un transfert cet hiver c'est un peu bizarre, mais bon, on lui souhaite le meilleur avec City. Et puis Drew Fernandez, donc c'est la rumeur qu'on voit partout, tout le monde en parle sur YouTube, tout le monde en parle sur Twitter, sur X maintenant. Ce jeune Espagno-Philippin, un jeune pépite de la Masia du coup de Barcelone, il vient de fêter ses 18 ans, qui a déjà un match en Ligue des Champions, un match avec le Barça contre l'Olympiakos, hein, victoire 6-1 je crois du Barça, où il a pu mettre une belle passe décisive lors du match. On a vu aussi 4 matchs lors de cette Liga, hein. Du coup, si le Barça gagne le championnat, il pourrait être éventuellement champion d'Espagne avec le Barça. Et si le Barça gagne la Ligue des Champions, il serait aussi vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça en fin de saison, même s'il rejoint un autre club comme le Paris Saint-Germain. Donc, possiblement, à la fin de saison, si le Barça gagne son championnat et que le Paris Saint-Germain gagne son championnat, ce qui n'est pas encore fait d'ailleurs pour les deux, il pourrait être champion des deux championnats, donc de la Liga et de la Liga. Cette jeune pépite hein, qu'on voit partout, hein, on voit encore des highlights ici, hein, on voit des actions du joueur, etc. Tout le monde en parle. Jeune pépite hein, philippine, qui fait penser à, tout le monde l'appelle le Messi des Philippines. Très très bon techniquement. Beaucoup le comparent aussi à Pastore, hein, Javier Pastore, ancien parisien. El Flaco, c'est connu pour son talent, mais sa faiblesse musculaire, sa faiblesse physique, et une très belle carrière, une très belle patte qui a été gâchée par des blessures. Bah là, nous avons un Drew Fernandez à peu près au profil similaire, alors qu'il est très jeune, hein, 18 ans. Il va sûrement s'engager avec le Paris Saint-Germain, hein, mais ce n'est pas encore officiel. D'autres clubs sont dessus, hein, des clubs de première ligue et des clubs un peu de tous les championnats. Et si en première ligue, ça serait vraiment très décevant parce qu'il est trop frêle, trop fragile pour ce championnat. C'est quelqu'un de très technique. Et le championnat de Liga n'a aucune comparaison avec la PL en termes d'intensité et de choc. Donc ça serait très mal adapté. La Ligue 1, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, même si on va en parler un petit peu, une arrivée au Paris Saint-Germain. Et d'autres clubs de Ligue 1 sont dessus aussi, d'ailleurs. Ça serait une belle arrivée. C'est un beau transfert sur ce mercato hivernal. Un beau coup pour le Paris Saint-Germain qui viendrait voler une des plus grandes pépites de la Masia, après avoir volé Xavi Simons, hein, qui a été un échec et qui est maintenant à Tottenham, après des passages à Leipzig et des rumeurs au Bayern et à United, et puis un passage rapide en France au Paris Saint-Germain, qui maintenant est joueur de Tottenham. Nous ne citons pas la même chose à Cedro Fernandez, qui viendrait dans un rôle de doublure, pour comment dire, s'incorporer au milieu du Paris Saint-Germain, qui déjà a ses trois titulaires, hein, Fabien Ruiz qui devrait prolonger jusqu'en 2029, Vitinha qui est là jusqu'en 2030, Neves qui est là aussi. Donc les trois titulaires, un Zaïre Emery qui est latéral droit actuel, mais avec le retour d'Hakimi qui reviendrait s'insérer dans cette quatrième place. Un Mayoulou qui fait une saison compliquée comparé à la saison dernière, lui qui avait mis un beau but en finale de LDC, qui avait fait une très belle saison, euh, prouvant la qualité des Titi parisiens, qui fait une saison un peu catastrophique, un peu fantomatique,
C'est un vrai problème pour lui, hein, lui qui n'a pas encore prolongé, hein, Seny Mayulu, et qui vient voir un jeune dans son secteur, dans le même profil que lui, dans les mêmes qualités que lui, un milieu offensif porteur de ballon, polyvalent. Et ça, c'est un vrai problème pour Seny Mayulu, hein, est-ce que ça va gêner sa prolongation? Est-ce qu'on va avoir un départ de Seny Mayulu? Je ne sais pas. Et sachant que le Paris Saint-Germain veut le conserver Kang In-lee, Kang In-lee qui est une star asiatique, hein, coréenne, une folie là-bas en Corée. C'est le Jude Bellingham de Corée, hein, tout simplement. Du coup, Kang In-lee qui était pisté très sérieusement par l'Atlético Madrid depuis 2 saisons, aussi en première ligue par Tottenham, par West Ham, et il y avait une vraie offre concrète sur la table pour vendre Kang In-lee on parle d'entre 25 et 45 millions selon les journaux. Donc moi honnêtement je l'aurais vendu Kang In-lee, sachant qu'en plus tu ramènes un jeune milieu offensif, que tu gardes Mayulu, que tu as un jeune Titi que tu peux prolonger et peut-être vendre plus tard et te faire une plus-value dessus. Là pareil c'est un bon coup parce que le joueur va coûter que 6 millions et dans le monde actuel du football c'est pas beaucoup. Et même s'il fait 1 ou 2 ans et qu'il flop, tu pourras toujours le revendre 2, 3 millions, faire un prêt payant. Vu qu'il a 18 ans, c'est pas un vrai risque. Donc, mais on espère que c'est un joueur de grande place et pourquoi pas faire briller son talent au Parc des Princes, tout simplement. Donc on verra si ça se fait dans les prochaines semaines ou est-ce que c'est un coup de proie et est-ce que le joueur va berner les deux championnats. On nous annonce qu'il y aurait déjà des accords signés, que son agent, qui est l'agent de Luis Enrique, du coup, on a des contacts très sérieux avec le Paris Saint-Germain. Agent aussi de Gavi, hein, qui a essayé de mettre Gavi au Paris Saint-Germain. Est-ce que Gavi viendra un jour au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Avec toutes les blessures qu'il a, on lui souhaite déjà de rejouer au football. Et voilà, on va clôturer un peu ce débat sur Drew Fernandez. N'hésitez pas à commenter aussi sur YouTube et je viendrai vous répondre à tous ce que vous pensez de ce joueur, de cette jeune pépite, de cette rivalité entre le Paris Saint-Germain et le Barça, hein, sont deux clubs rivaux depuis quasiment 20 ans. La rivalité devient de plus en plus élevée avec bien sûr la remontada, les victoires parisiennes récentes 4-1-1, etc., les humiliations, la victoire cette saison 2-1 aussi avec une équipe un peu baissée, avec des jeunes titis parisiens où ils ont été tapés le Barça, le Paris Saint-Germain. Donc, et puis en plus, ils ont volé Neymar, ils ont volé Xavi Simons, jeune talent de la Masia, ils viennent voler Drew Fernandez, qui ça vient faire un coup de choc à Hansi Flick parce que c'était vraiment la pépite sur qui compter et qui comptait installer dans le futur. Et puis aussi, on a refusé de vendre Verratti, etc., etc. Donc tant d'histoires. Puis aussi Messi qui vient au Paris Saint-Germain, sans oublier Messi, le suis fou. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la rivalité PSG-Barça, dites-moi ce que vous pensez de cette jeune pépite, dites-moi ce que vous pensez aussi de Marguerite, est-ce qu'il a fait le bon choix en choisissant City et pas Liverpool, le Paris Saint-Germain, le Bayern ou même le Real, là où il était pressenti, et puis votre avis sur la CAN bien sûr, hein. Et allez regarder la dernière vidéo débrief Sénégal-Maroc, hein, qui était une des meilleures vidéos sur la chaîne Just Alex, hein, que vous voyez ici. Et puis n'hésitez pas à venir sur la chaîne Fort tous les lundis, on parle football, et là on va partir parler de notre plus belle compétition, de la plus belle compétition du foot, à mes yeux, la Ligue des Champions. On va parler un peu du programme de ce mardi, de ce mercredi. On va donner quelques pronostics. On va voir les affiches qu'on va débriefer sur la chaîne. Bien sûr, sans surprise, vous voyez un Sporting Paris Saint-Germain qui sera débriefé sur la chaîne YouTube donc mardi soir, après le match, hein, vers 23 h minuit, donc le Saint-Symphorte, tout ça. Vous avez la vidéo dans la nuit de mardi à mercredi, donc vous pouvez la regarder mercredi matin ou mardi soir dans la nuit. Donc on va débriefer le match. Vous aurez mon avis, hein, en vidéo. Vous avez l'habitude. Donc déplacement qui sera pas facile, hein, parce que les clubs français ont beaucoup de mal à se déplacer au Portugal. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain n'ont jamais gagné un match en déplacement au Portugal. Même les derniers matchs contre Benfica ne se sont pas soldés avec des succès. Donc très dur de se déplacer au Sporting. Le Sporting qui a mis en difficulté quand même le Bayern avant de perdre 3-1, mais qui les a mis en difficulté. Le Sporting qui a battu l'Olympique de Marseille 2-1 aussi, notamment. Donc c'est très difficile pour les clubs français de se déplacer là-bas au Sporting. Le Sporting qui est une des meilleures équipes à domicile, que ce soit en LDC ou en championnat portugais. Ils font une très bonne saison aussi, qui ont des jeunes pépites. On va le voir rapidement. Ils sont 14e enfourgués avec Chelsea et le Barça. Donc attention à ne pas sous-estimer le Sporting, qui vont vendre chèrement leur peau. Et ça va être un match très sérieux. Et le Paris Saint-Germain va devoir sortir ses qualités et va devoir sortir un grand football et un grand soir de Ligue des Champions. Et
on va pas parler trop du match, on parlera du match plus en profondeur demain, une fois qu'il aura fini sa conclusion, tout simplement. On voit que le Paris Saint-Germain est favori avec une cote à 1,72, hein, même si la cote est montante ces dernières heures. On voit le Sporting qui est montant aussi, le nul aussi. Donc, ouais, honnêtement, si j'ai un pronostic, étant parisien, je vous dirais j'ai envie de la victoire de Paris, mais comme les déplacements sont difficiles, les deux équipes marquent pour moi, et ça sera un score de soit un match nul, soit une victoire parisienne de 1-1. Voilà ce que je vois 2-1 pour Paris, ça sera mon prono. Et si vous voulez vous essayer de vous faire de l'argent, si vous n'avez pas une très grosse somme, mettez une petite pièce sur le nul, on sait jamais. Et la deuxième affiche, donc il y a d'autres affiches intéressantes, hein, peut-être, ce n'est pas sûr. On débriefera du coup Inter Arsenal, hein, Arsenal qui sont les premiers, et l'Inter qui sont pas très très loin au classement. Donc match très intéressant. Les autres matchs à 18h45, je vais peut-être regarder City. Je pense qu'ils vont mettre une claque à l'équipe de Bodo Glimt. Bon, une claque d'un petit 3-1, je pense. Celui-là, je ne regarderai pas, je vais pas vous mentir, les amis. Dès un match de Ligue des Champions à 16h30, c'est quand même très surprenant. Et il y a un très beau Real de Madrid-Monaco. Donc là, franchement, on a toujours une très très belle soirée. Et il faut se diviser. Donc moi, je vais essayer de regarder en plusieurs écrans. Bien sûr, mon focus sera sur le Paris Saint-Germain et c'est le match que je vais débriefer et que vous verrez sur la chaîne demain soir. Mais rien ne m'empêche après, dans la nuit, de regarder en rediff le match de Inter Inter Arsenal et de vous donner mon avis le lendemain. Et même de regarder peut-être le Real Madrid Monaco avec un peu de retard en rediff pour vous en parler lors d'un prochain podcast. Et vu que Astro rentre de vacances et qu'on va peut-être se faire un podcast fin de semaine, donc peut-être vendredi, pour parler des matchs de ce week-end et parler des résultats du mardi, du mercredi en Ligue des Champions et du jeudi en Ligue Europa. Donc n'hésitez pas à nous retrouver vendredi, parce que toutes les semaines de Ligue des Champions, il y aura deux podcasts, le lundi et le vendredi. Rapidement, donc je vois une victoire de City, je vois une victoire de Bruges, je vois une victoire de Naples à Copenhague dans la difficulté. Je pense qu'il y aura peut-être un rouge sur le match, parier peut-être un carton rouge. Il y aura beaucoup de fautes, je pense. Il y aura les deux équipes qui marquent. Copenhague peut faire un résultat chez eux, donc attention. Inter-Arsenal, ça va être disputé. Je vois quand même Arsenal au-dessus de l'Inter. Je pense que les deux équipes vont marquer. Ça va être un match où ils vont vendre leur peau. Je pense qu'Arsenal vont finir la compétition invaincu. En tout cas, cette phase de poule. Olympiakos, Bayer Leverkusen, je pense que les deux équipes vont marquer. Ça va être un match disputé. On peut avoir une surprise dans ce match. Davantage Bayer Leverkusen, mais attention. Real de Madrid-Monaco, il est tellement intéressant parce que tout ce qui se passe au Real de Madrid, avec du coup Margui qui ne signe pas, avec la défense qui ne se renforce pas, ça sera le premier match en Ligue des Champions après, comment dire, après qu'on a eu Arbé Olala, hein, comme je l'appelle, et toute cette crise au Real Madrid et le départ de Xabi Alonso, hein, c'est vraiment le premier match de Ligue des Champions. Donc un Real qui va affronter Monaco, qui peut être une surprise, hein. Monaco qui a été déjà une équipe qui peut être une bête noire du Real. Ça va être au Bernabéu, donc gros avantage Real, et qui vont intérêt à faire un match costaud. Attention à Monaco, eux sont l'équipe parfaite pour vous faire un grand match quand on les attend pas, et un grand match contre les grandes équipes, et perdre contre toutes les petites. Voilà, c'est Monaco. Ils sont capables d'aller battre le Paris Saint-Germain, débrief qu'on avait vu sur la chaîne qui avait bien fonctionné. D'ailleurs, vous avez bien kiffé ce match-là, avec du coup la grosse faute sur Chevalier, et puis l'année d'avant, la grosse faute sur Donnarumma de Monaco. Donc attention au Real de ne pas continuer la catastrophe. J'espère pour eux une victoire rassurante. Et j'espère surtout avoir du beau football quoi, dans ce match-là. On a aussi un très alléchant Tottenham-Dortmund, deux équipes qui sont à peu près équilibrées. Je pense que les deux équipes vont marquer. Ça va être un score 2-2, 3-2, quelque chose comme ça. Villarreal-Ajax, ça va être un match intéressant. Voilà le Villarreal gagner chez eux, donc en Espagne. Et du coup, mercredi, parlons du match qui va nous intéresser et que je vais débriefer sur la chaîne mercredi soir. Donc je vais regarder Marseille, club rivaux du Paris Saint-Germain, qui va recevoir au stade Vélodrome les stars de Liverpool, hein. Je ne pense pas que Salah sera là, c'est trop light, mais il y aura du Sloboslai, du Hugo Ekitike qui va retrouver la Ligue 1, du Gakpo, du McAllister, Konaté. Donc ça va être un match intéressant. Ils sont tous les deux à peu près au même nombre de points, comme on l'a vu avec le Sporting et puis Chelsea. Donc ça va se bagarrer. Et le Barça aussi, qui eux ont
une équipe très jouable, hein, le Slavia à l'extérieur, même si c'est difficile de se déplacer à Prague, on sait l'ambiance. Le Barça va gagner logiquement à Prague et mettre une claque avec au moins 2 buts d'écart au Slavia. Newcastle PSV, ça peut être la surprise de la soirée. Le PSV a possibilité de battre Newcastle, qui eux aussi sont un peu comme Monaco. C'est un peu l'équipe qui sont capables d'aller battre City, qui sont capables d'aller gêner le Paris Saint-Germain, qui sont capables de battre des grands clubs et qui sont capables d'aller perdre face à des petites équipes. Et ils ont perdu notamment contre Marseille. Newcastle aussi qui va recevoir, qui fera le prochain recevoir, qui va recevoir là le PSV, mais qui va ensuite se déplacer pour son dernier match. Et donc ils ont intérêt à prendre des points face au PSV à domicile, parce que leur dernier match, c'est un déplacement au Parc des Princes pour clôturer cette phase de poule. Donc attention, on a un Chelsea pas fausse, Chelsea va gagner largement, je pense. Juventus Benfica, ça va être un match très intéressant avec deux très grands clubs historiques, hein, qui malheureusement n'ont plus leur beauté d'antan, hein, des deux clubs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions. Un Benfica de Mourinho, un Juventus qui a du mal à se faire sa place, mais qui sont quand même là. Donc un match qui, moi je vois un match nul ou une petite victoire de la Juve, je sais pas. Honnêtement, ce match, il est intéressant sur le papier, un peu comme Dortmund, Tottenham, mais c'est plus des équipes d'Europa League que de Ligue des Champions sans vouloir vexer les supporters des deux clubs. Et je suis un amoureux de Benfica, hein, étant portugais, ayant beaucoup de membres de ma famille qui sont fans du Benfica. Donc attention. Et le Bayern qui vont aller mettre une claque chez eux, hein, face à la Royale Union Saint-Gilloise. Ils vont leur mettre un 4-1, 5-1. On va avoir un grand Michael Olise, je pense, qui est en pétard en ce moment, qui a fait un week-end extraordinaire avec 3 passes décisives, un but. Le retour de Moussiala, qui va vouloir briller aussi. Donc voilà. Atalanta, Bilbao, encore une fois, un peu une affiche un peu Europa League. Deux équipes qui ont un peu du mal à se faire leur place. Deux équipes qui ont affronté le PSG d'ailleurs, avec du coup plus ou moins de réussite. Plus de réussite pour Bilbao qui ont réussi un peu à tenir en échec, un peu à prendre le point du nul. Et l'Atalanta qui eux avaient le match d'ouverture contre Paris Saint-Germain qui ont pris une fessée. Un Karabag-Francfort qui est un match un peu d'Europa League, on va pas se mentir. Francfort a un avantage, mais attention, attention, Karabag peut le faire chez eux. Et puis à 18h45, on regardera peut-être un Galatasaray chez eux. Grosse ambiance, hein, les supporters turcs sont connus pour ça, une très grosse ambiance. Galatasaray sans Victor Osimhen, je pense. Il sera trop léger. Ou peut-être une seconde mi-temps, ou peut-être en gestion, 45 minutes, 1 heure. Face à l'Atlético de Madrid de Diego Simeone, de Julián Alvarez, qui devrait quitter le club prochain mercato d'été, je pense, parce qu'il est sondé par tout le monde. Certains l'espèrent au Paris Saint-Germain, d'autres l'espèrent au Barça. Donc on regardera peut-être ce match, Atlético Galatasaray, on regardera Marseille-Liverpool, on regardera Paris Saint-Germain Sporting, donc il y aura peut-être 2 ou 3 débriefs sur ces matchs-là. Et puis je jetterai un coup d'œil sur le Real Monaco. Et peut-être un petit œil par-ci par-là sur les autres matchs. Et on en parlera du coup lors du prochain podcast. Et puis jeudi, du coup, on va regarder un peu les matchs d'Europa League. On va pas tous les faire. On les fait rapidement, allez. Bologne, Celtic. Bologne, pour moi, devrait s'en sortir à domicile. Bran, Midtjylland. Midtjylland qui est une très bonne équipe avec beaucoup de jeunes talents, donc tout avantage pour eux. Fenerbahçe, Aston Villa, match qui risque d'être serré. C'est dur de se déplacer en Turquie. Encore une fois, un match très intéressant à 18h45. Aston Villa qui ont fait une très belle Ligue des Champions la saison dernière, qui devrait être en Ligue des Champions, qui mériterait sa place au lieu de certains clubs qui sont portés par un Unai Emery, qui sont pour moi un des favoris pour cette Ligue Europa. Donc ils vont, je pense, s'imposer en Turquie. Le Feyenoord qui sont très intéressants face à une équipe de Sturm Graz qui a connu la Ligue des Champions la saison dernière, mais petit avantage Feyenoord chez eux. Fribourg qui devrait s'en sortir chez eux face à Tel Aviv. Malmo, Étoile Rouge, j'ai pas trop d'avis. Peut-être un match nul. PAOK Betis, le Betis devrait s'en sortir. Match qui va être serré. Victoria Pleasant contre le FC Porto, Porto qui est aussi un des favoris de cette Ligue Europa, qui sont dans les premiers du classement avec l'Aston Villa et Lyon. Lyon qui est, on regardera peut-être avec Hendrick, ils vont se déplacer en Suisse aux Young Boys de Berne. Donc est-ce que Hendrick va continuer sa bonne lancée, hein, lui qui est en pétard depuis qu'il est arrivé, qui a fait ses 2 matchs avec le Real, euh, depuis qu'il a quitté le Real, pardon, qui avait fait 2 matchs avec l'Olympique Lyonnais, déjà buteur et qui déjà attend de faire un très bon passage à l'Olympique Lyonnais. Et AS Rome Stuttgart qui est un peu l'affiche de cette Europa League. Rome favori, hein, Rome qui a d'ailleurs recruté un jeune Marocain qui a fait une très bonne canne, El Anaoui, un milieu de terrain qui est passé par le Racing Club de Lens. Braga qui sont en difficulté un peu en ce moment dans le championnat portugais, qui ont été éliminés par une petite équipe de Division 3, je crois.
en Coupe du Portugal, qui vont recevoir Nottingham Forest, qui sont aussi une équipe qui a quelque chose à jouer dans cette compétition. Clairement, pour moi, les favoris sont l'AS Rome, Lyon, Porto, l'Aston Villa et Nottingham Forest. C'est mon top 5. Lille qui vont se déplacer dans un match très difficile au Celta Vigo. On regardera peut-être aussi ce match. Est-ce que je vous fais un débrief? Je ne sais pas. Mais on regardera le match. Lille qui seront sans Iliaman, du coup, qui est blessé, ligament croisé. Ils vont devoir compter sur un très bon Giroud. Eux qui vont devoir réagir après une défaite 3-0 lors de leur déplacement au Parc des Princes, avec ce très beau but de Dembélé. Le Dynamo Zagreb qui va recevoir le Steaua Bucarest, hein, donc tout avantage Zagreb. Ferencváros qui va affronter le Pana, pas trop d'avis là-dessus, petit avantage Ferenc. Nice qui vont affronter les Eagles, équipe hollandaise. Nice ont une chance de s'imposer et peut-être de faire leur seul point de cette compétition et de ne pas finir à zéro comme certains clubs français eu, euh, qui ont fait ça dans leur passé. Les Rangers qui vont recevoir Ludogorets, match serré mais petit avantage Rangers. Les Red Bull Salzbourg qui font pas une très bonne saison face à Bâle, match compliqué, match où les deux équipes vont marquer, jouer un match nul. Et Utrecht Genk, équipe belge contre une équipe hollandaise. Genk qui est belge, Utrecht qui est hollandais, petit avantage pour le football hollandais, enfin, petit avantage Utrecht. On verra tout ça. Et puis on va regarder du. Il y a aussi le Strasbourg qui va jouer hein, normalement dans la soirée de jeudi, je pense. Attends la Conférence League, les amis. Je découvre en même temps que vous. Là, c'est de l'amical. On n'a pas la Conférence League. Ou est-ce que c'est décalé? Surprenant. Ils jouent quand, Strasbourg? Bref, on verra. On verra. Je pensais qu'ils allaient jouer en même temps que l'Europa League jeudi. Ça m'étonne. Ligue Europa, il n'y a pas l'air d'avoir de match. Après, on a déjà eu des matchs, je crois, il y a une semaine ou deux. Donc, voilà, les amis. On verra les résultats vendredi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi pour vous quelles sont les grosses affiches que vous allez regarder. Moi, je vous l'ai dit. PSG Sporting. Attention, Paris ne vont pas avoir la tâche facile. Euh, L'Olympique de Marseille, du coup, qui reçoit mercredi Liverpool. Donc, c'est les deux matchs qu'on va regarder, hein, nos clubs français. Jeudi, on regardera purement Lyon pour voir le petit Hendrick. Lille contre le Celta pour voir ce qu'ils font. Et puis, on regardera un petit œil sur plein d'autres matchs. Et on regardera en rediff Inter Arsenal et Real Monaco, peut-être. Voilà, donc merci pour être passé sur le live. Merci à ceux qui ont laissé un commentaire. Merci à ceux qui regarderont la rediffusion Twitch. Merci à ceux qui regarderont le podcast sur YouTube qui va être uploadé à peu près dans la soirée, là, juste après que vous pourrez profiter. Dites-moi ce que vous voulez en termes de contenu football. Est-ce que vous voulez plus de shorts, plus de TikTok? Est-ce que vous voulez plus de déclarations choc? Est-ce que vous voulez plus de vidéos comme ça, de podcasts? Est-ce que vous voulez des gros sujets sérieux travaillés en amont? Est-ce que vous voulez plus de débrief? Est-ce que vous voulez qu'on débriefe tous les matchs? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas sur la chaîne. Des retours font toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé de ce programme de ce jour, de l'actualité football. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la CAN, si vous en retenez un bon souvenir. Quel est pour vous, là, à l'heure actuelle, votre meilleur souvenir de la CAN 2025 et votre pire souvenir de la CAN 2025? N'hésitez pas à parler de ça avec moi en commentaire YouTube. Dites-moi vos avis sur les transferts de Marguerite et de potentiellement de Ro Fernandez. Est-ce que ça fait un bon coup? Quel match de Ligue des Champions allez-vous regarder? Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne Twitch, à la chaîne YouTube, à lâcher vos petits likes sur la chaîne YouTube et vos commentaires pour le référencement. Ça aide énormément à discuter. Je suis là pour vous répondre à n'importe quelle heure. Dès que je vois le message, je viens vous répondre. On vient parler de football, de cette passion du football. Si vous aimez le foot, c'est les rendez-vous à ne pas manquer. Tous les lundis 19h, le podcast sur la chaîne Twitch. Un tuga fort, je le répète. N'hésitez pas. Ciao les amis, merci à tous d'être passés, merci à tous pour vos commentaires, merci à tous d'avoir écouté, merci à ceux qui regarderont la rediff, je vous aime, plein de bisous. Ciao, bye bye.